Bonjour Pascal Demurger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de l'assurance Maïf. La France connaît son automne le plus pluvieux depuis un quart de siècle. 5 départements en vigilance orange aujourd'hui. Les intempéries, le dérèglement climatique a un impact direct sur votre activité d'assureur. Il représente quel coût chaque année ? Nous sommes effectivement aux premières loges du dérèglement climatique et de ses conséquences. Et on observe ça depuis déjà une décennie, même une grosse décennie. En gros, dans les années 2010, par rapport aux années 2010, on a plus que doublé le coût pour les assureurs des intempéries. Donc le dérèglement climatique et ses conséquences, on le voit tous les jours, on le voit clairement, et on voit aussi que ce sont les particuliers, les personnes qui souffrent le plus en réalité des conséquences de ce dérèglement climatique. Donc un coût important pour les dégâts liés au dérèglement climatique, aux intempéries. Est-ce qu'il faut s'attendre du coup, on pose la question directement, à de nouvelles hausses des primes d'assurance l'an prochain? Alors on a essayé ces dernières années de prendre sur notre rentabilité et nos fonds propres l'augmentation de ce coût. Il y a une limite et il y aura, oui, chez l'ensemble des assureurs d'ailleurs, des augmentations raisonnables. Alors des augmentations... C'est quoi raisonnable pour ceux qui nous écoutent? Ouais, alors des augmentations d'abord dues principalement en fait à une augmentation d'une cotisation à laquelle les assureurs sont soumis, qui va, pardon pour la technique, à la Caisse centrale de réassurance. C'est un système public de réassurance, de couverture des assureurs. Et là, il y a une augmentation extrêmement forte de ce prélèvement obligatoire. Que vous devez répercuter alors? Que l'on est obligé, c'est du coup c'est de l'argent qui transite par les assureurs mais qui ne reste pas chez eux puisqu'on le reverse directement sous forme d'une sorte de taxe en réalité. Donc ça va effectivement alourdir un petit peu. Et donc vous avez une idée de la hausse? En moyenne sur le marché, les chiffres qui circulent sont de l'ordre de 8 à 10% d'augmentation cette année, ce qui est évidemment très important pour 2025, absolument. On entend souvent des maires notamment, on entendait aussi des agriculteurs qui disent en fait on trouve plus d'assurance. Est-ce qu'il y a des cas qui ne sont plus assurables en France aujourd'hui? Alors s'agissant des communes, les cas sont extrêmement rares. Il y en a. Il y a quelques communes. Par exemple, des communes qui sont impactées, concernées par ce qu'on appelle le retrait de côte, c'est-à-dire tout simplement la mer qui avance sur les terres. Et il y a des communes qui sont très directement exposées. Nous, on a beaucoup œuvré, travaillé pour mettre en place une cellule permettant aux communes qui ne trouvent pas spontanément sur le marché d'assureurs, précisément de servir d'intermédiaire en quelque sorte entre les assureurs et les collectivités locales pour trouver des solutions. Et les agriculteurs, les particuliers aussi, il y en a qui ont du mal à s'assurer? Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui non, mais c'est un vrai sujet sur lequel nous à la Maïf on se bat depuis plusieurs années. C'est un vrai sujet, c'est-à-dire que les intempéries, vous parliez des inondations typiquement, les inondations globalement on sait où elles se produisent. Et comme on sait où elles se produisent, il y a un véritable risque que demain, des assureurs qui sont éventuellement un peu moins soucieux de l'intérêt général se retirent de ces zones-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de zone où on ne trouve pas d'assureur. Tout le monde trouve un assureur. Mais si on y prend garde, il y a ce risque. Ça existe déjà aux États-Unis, en Floride par exemple. Oui. Et donc nous, à la Maïf, on milite pour mettre en place un système de mutualisation, de solidarité entre l'ensemble des assureurs pour que chacun prenne sa part de ces coûts supplémentaires évidemment très élevés. Parce que le mouvement est inquiétant, Pascal Demurger, quand on voit effectivement des municipalités qui peuvent plus s'assurer parce qu'elles sont dans des régions soit inondables ou soit trop proches de la mer. Il y a aussi des ruptures de contrats de manière unilatérale et là elles ne savent plus comment gérer ces municipalités. On peut rien faire contre ça? On est impuissant face à ces assurances qui sont puissantes par rapport aux municipalités, aux particuliers? Alors précisément, moi c'est ce que je défends. Trouvons un système qui contraigne en quelque sorte les assureurs de prendre leur part, pas plus que leur part, mais en fonction des parts de marché nationales, que chacun soit solidaire et contribue à la protection des personnes les plus exposées. L'assurance, ça reste quand même un secteur rentable.
L'assurance, c'est un secteur rentable sur certains risques. Mhm. Il y a vraiment une dégradation de la rentabilité ces dernières années, et en particulier en assurance habitation. Moi, je peux vous dire, sans trahir de secret, que je dirige une entreprise, la Maïf, qui aujourd'hui perd de l'argent sur l'assurance habitation. Vous perdez de l'argent sur Oui. l'habitation. Oui. Combien? Alors, enfin, combien on perd, ça se mesure en quelques dizaines de millions d'euros. Ouais. On perd de l'argent tout simplement parce que nous n'avons pas répercuté dans nos tarifs les coûts supplémentaires auxquels on est exposé. On a voulu protéger le pouvoir d'achat de nos sociétaires et donc on a augmenté nos tarifs beaucoup moins que les coûts que nous supportons n'ont augmenté. Pascal Demurger, aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire de la mort de Samuel Paty. Oui. Depuis, il y a eu l'attentat contre Dominique Bernard. Le I de la Maïf, c'est pour instituteurs. Historiquement, la Maïf, c'est la mutuelle assurance des enseignants. Ils sont très nombreux à être vos clients. À la place qui est la vôtre, cette peur, ce risque d'être attaqué parce qu'on enseigne l'histoire, le français, vous en faites quoi ? Alors vous avez raison, hein, la Maïf historiquement c'est la mutuelle d'assurance des enseignants. Aujourd'hui, la très grande majorité des enseignants sont assurés à la Maïf. En revanche, la Maïf assure tout le monde en réalité, hein, et les enseignants ne constituent plus la majorité des personnes que. Mais est-ce que nous depuis assurons. Les assassinats de Dominique Bernard, de Samuel Paty, il y a une attention particulière? Alors il y a une les attention enseignants qui évidemment qui a été renforcée, mais qui est très ancienne, et y compris d'ailleurs qui est contractuelle dans nos contrats. On a un service de soutien psychologique qui est très développé, hein, et donc nous sommes très proches des enseignants dès qu'il y a un incident, dès qu'ils font appel à nous pour du soutien psychologique. Et je peux vous dire que dès le premier jour, puisque vous évoquiez l'anniversaire, hein, de la mort de Samuel Paty, dès le premier jour, nous étions là auprès de sa famille pour effectivement apporter tout le soutien possible. Soutien psychologique, mais soutien aussi juridique, parce que il y a derrière évidemment des affaires juridiques. Pascal Demurger, votre autre casquette ce matin, c'est la coprésidence du mouvement Impact France, qui rassemble près de 15 000 entreprises en France, des grosses comme des plus petites. Parfois, peut-être pour caricaturer, mais on vous présente un peu comme une sorte de MEDEF de gauche. On va parler de vos propositions sur le travail après le fil info, mais d'abord l'état des lieux des finances publiques, parce que c'est l'actualité aujourd'hui. Il y a cette commission d'enquête parlementaire qui va s'ouvrir sur l'état des comptes publics, sur ce déficit beaucoup plus important que prévu. Ça mérite une enquête ? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu quand même une soudaineté, une rapidité dans l'annonce du déficit à 6% qui peut un petit peu surprendre. Si on vous pose la question, parce que je précise pour nos auditeurs, c'est que vous êtes passé vous aussi par Bercy dans une vie antérieure. Absolument, voilà. il y a bien longtemps déjà, mais absolument. Non, au-delà des péripéties politiques sur enquête, pas enquête, etc. Moi, je crois deux choses sur ce budget. D'abord, je pense fondamentalement qu'il faut que l'on change de logiciel fiscal et budgétaire en France. La fiscalité sert bien sûr à tout simplement constituer les ressources pour l'État et les services publics, mais elle doit aussi servir à orienter les comportements, et en particulier les comportements des entreprises. C'est pas déjà le cas ? Oui, sauf que là, vous connaissez les orientations du nouveau budget. Les orientations, elles sont simples en ce qui concerne les entreprises. Des coups de rabot dans les aides aux entreprises et des hausses d'impôts pour celles qui génèrent plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ces efforts-là, est-ce que vous êtes prêt à les faire ? Moi, je distinguerais les deux sujets sur l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, hein, parce que c'est de ça dont on parle. Pour les entreprises de plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, ça concerne 400 entreprises en France. Hein. Évidemment, la Maïf est concernée, on fait 5 milliards de chiffre d'affaires. Vous y allez volontiers ? Écoutez, il y a un moment où on est dans une telle crise financière de l'État, un tel niveau d'endettement, avec un risque de véritable crise financière, et ça, ce sera dramatique pour tout le monde. Et d'abord pour les individus, parce que les taux d'intérêt vont exploser, parce que le pouvoir d'achat va baisser. Je pense qu'il y a un moment où oui, il faut quand même qu'on soit solidaire et qu'on fasse un effort. Et donc cette augmentation de l'IS qui va concerner au premier titre mon entreprise, moi je suis prêt à cette contribution exceptionnelle. Mais vous allez plus loin sur l'impôt sur les sociétés. Vous dites, il faut même savoir le juguler en fonction des efforts des entreprises.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système en France dans lequel vous avez des impôts qui pèsent sur les entreprises. Vous avez également d'ailleurs des aides aux entreprises. Il y a plus de 200 milliards d'aides publiques qui sont versées aux entreprises chaque année. Et face à ces impôts, face à ces aides, on ne demande aucune contrepartie, on ne fixe aucune condition au versement de ces aides ou on ne module pas la fiscalité en fonction du comportement des entreprises. Moi, ce que je dis, c'est que si on aide une entreprise, on doit fixer des conditions. Mais lesquelles ? Mais par exemple sur la décarbonation. Vous avez deux entreprises qui ont la même production, des productions identiques dans le même secteur, l'une qui pollue, l'autre qui a investi dans la dépollution, elles vont recevoir les mêmes aides, elles vont être fiscalisées de la même manière. Moi, je trouve pas ça normal. C'est pas normal sur le plan écologique, on n'accélère pas la transition en faisant ça, et en plus, c'est même pas de la bonne gestion des finances publiques, parce que vous avez une entreprise qui va créer des charges pour demain, là où l'autre, au contraire, a investi pour les éviter, et on les traite de la même manière. Donc oui, l'impôt sur les sociétés, typiquement, moi je suis favorable à ce qu'il y ait une forme de modulation. Vous êtes en train de parler comme un syndicaliste là. On a l'impression que c'est Sophie Binet qui peut dire ce genre de message. Alors je crois pas. Enfin, pas un chef d'entreprise, en tout cas. Mais si, c'est pas un alourdissement de la fiscalité que je réclame, c'est juste une modulation. Et c'est juste distinguer les entreprises en fonction de leur comportement. Parce qu'il y a la décarbonation, mais il y a d'autres critères que vous mettez en avant, l'index égalité professionnelle. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de la diminution des exonérations de charges sociales. Il y a un gros problème dans ce pays sur ces exonérations. Il faut impérativement un lissage de ces exonérations, parce qu'autrement, à chaque fois que vous augmentez quelqu'un, vous payez plus de cotisations, et donc évidemment c'est un frein aux augmentations salariales, et on voit la smicardisation de l'économie française aujourd'hui. Typiquement, ces exonérations de charges, on pourrait complètement les moduler selon des critères assez simples sur les accidents du travail, sur la parité, vous le disiez, sur la durée moyenne des contrats dans ces entreprises, bref, un certain nombre de critères sociaux, et c'est légitime de demander aux entreprises de faire des efforts en matière sociale si on les aide d'un point de vue financier. Et il y a un dernier reproche, si j'ose dire, que vous faites aux entreprises. Et d'ailleurs, il est fait aussi ce ne sont pas des reproches que je fais aux entreprises, entendons-nous bien. C'est des améliorations du système fiscal que je propose. On reproche souvent aux entreprises du CAC 40 de favoriser leurs actionnaires à leurs salariés. Comment on y remédie à ça ? Si vous voulez plus de justice... précisément, la modulation de l'impôt sur les sociétés, ça peut être une solution. Imaginons, en gros, les entreprises du CAC génèrent à peu près 150 milliards d'euros de bénéfices chaque année. D'accord ? Et elles en redistribuent environ 100 milliards à leurs actionnaires. On peut très bien imaginer que, selon ce que l'on fait de ces résultats, la partie que je distribue à mes actionnaires, je paye un impôt sur les sociétés un peu plus élevé. Et puis la partie que je réinvestis dans l'entreprise, soit pour au bénéfice des salariés, soit pour de l'investissement productif ou de l'investissement en décarbonation, sur cette partie, je suis un peu moins imposé. On module, et pas forcément avec une augmentation de la fiscalité. Ça peut être à fiscalité constante. Simplement, on fait varier les taux en fonction de l'utilisation des résultats. Et d'un mot, Pascal Demurger, on avait ce chiffre ce matin, LVMH, cette contribution exceptionnelle, ça va représenter pour un groupe comme LVMH 700 ou 800 millions d'euros. Vous avez fait vos calculs, vous à la Maïf, ça va représenter combien ? Alors, on ne connaît pas encore le résultat 2024, l'année n'est pas finie. On est assureur, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des catastrophes naturelles dans l'intervalle, donc c'est un petit peu tôt pour le dire. Merci, on va vous retrouver juste après le fil info, il est 8h46, on est jusqu'à 9h avec Pascal Demurger, le directeur général du groupe Maïf. Le fil info, c'était avec Maureen Suignard. La contre-attaque du camp Mbappé, son avocate annonce porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Plusieurs médias suédois affirment que le joueur de foot est visé par une enquête pour viol, ce que ne confirme pas la procureure. L'avocate de Kylian Mbappé assure qu'il ne peut pas être impliqué car le joueur est toujours accompagné par ses gardes du corps. Les pluies sont déjà intenses, des retards, des annulations, des trains déjà signalés en Lozère et dans le Gard. Les deux départements sont en vigilance orange pour pluie inondation, tout comme le Var et les
Alpes-Maritimes. L'Ardèche en vigilance orange aussi pour les pluies. La ministre de la Santé affirme ce matin qu'il ne sera pas question d'aide médicale d'État dans la prochaine loi immigration. La nouvelle loi est prévue en début d'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur veut réformer cette aide qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Des trains à grande vitesse entre Paris et Berlin. La SNCF met en vente aujourd'hui ces billets qui relient les deux capitales en 8 heures. Les premiers voyages sont prévus dans 2 mois en décembre. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec le directeur général du groupe Maïf, Pascal Demurger, et également coprésident du mouvement Impact France. Vous parlez beaucoup du travail en ce moment. Vous appelez à une grande conférence nationale sur le travail. Alors, on va en parler maintenant. Ça passe, quand on écoute les politiques, en ce moment, par la réforme de l'assurance chômage qui resserre les conditions de l'indemnisation. C'est ce que disent il faut resserrer, les conditions d'indemnisation. C'est ce que disent les proches du président de la République. Est-ce que c'est une bonne chose de poser le débat en ces termes ? Alors effectivement, j'appelle, vous avez raison, à la tenue d'une grande conférence sur le travail. Il y a une forme de paradoxe en fait dans le débat public sur le travail. C'est évidemment un sujet qui concerne le plus grand nombre. Il doit y avoir 37 millions de salariés en France. C'est un sujet qui a considérablement évolué, en particulier depuis le Covid. On le voit bien. À la fois le rapport au travail, les conditions de travail ont énormément changé. L'émergence du télétravail déjà, plus tout ce qui est à venir sur l'intelligence artificielle, la robotisation, etc. Et puis le rapport au travail a évolué. Or, face à ça, face à l'importance du sujet et à ces transformations profondes, le débat public reste très ancré sur des sujets quantitatifs. Combien de chômeurs, combien de salaires ? Exactement. On parle d'emploi, on parle de durée du travail sur l'ensemble de la vie. Vous avez évoqué le sujet des retraites. C'est important, ces sujets quantitatifs. Mais on parle jamais de la qualité du travail. On parle jamais de la réalité du travail dans les entreprises. On parlait tout à l'heure de la question de la smicardisation de l'économie. Une augmentation quand même en 3 ans de 50% du nombre de personnes payées au niveau du SMIC en France. Oui, il y a un tassement des salaires au niveau du SMIC. Il y a un vrai sujet. Mais alors du coup, là, on parle effectivement des salaires, on parle des chiffres. Tout à fait. Mais parlons des modalités du travail. La question du télétravail est complètement centrale. On va y revenir, effectivement, Pascal Demurger. Des nouvelles attentes. Des attentes sur l'équilibre vie pro, vie perso. Des attentes sur, tout simplement, le sens du travail. Mais c'est pas comme ça, en tout cas, que les prennent les politiques. Des seniors. Ils nous parlent chômage, indemnisation, réforme de l'assurance chômage. On parle smicardisation quand même beaucoup. Oui, voilà. oui. Mais vous dites on ne prend pas le problème par le bon bout. C'est pas qu'on le prenne pas par le bon bout, on le prend pas dans sa globalité. Et je pense qu'il y a place pour une réflexion et une réflexion collective, pouvoir public, évidemment syndicats, patronat, pourquoi pas des chercheurs sur le sujet, des représentants des entreprises. Est-ce qu'il y a une urgence aussi, Pascal Demurger, vous voyez l'état des finances publiques. Là, le but de l'opération, c'est de relancer l'activité. Certains, comme Gérald Darmanin, évoquent par exemple la fin définitive des 35 heures, les 35 heures effectives chez les fonctionnaires. Ça passe par ça, en fait, relancer l'économie, c'est remettre les gens au travail, c'est resserrer les conditions d'indemnisation pour l'accès à l'assurance chômage. Toutes ces réponses-là, vous en dites quoi, vous ? Moi, je vais vous dire, ça fait 15 ans que je dirige une entreprise de 10 000 salariés. Et donc, la question de la motivation et de l'engagement de mes collaborateurs, c'est un sujet que je connais bien. Et c'est un sujet qui est évidemment extrêmement important. Moi, je suis soumis à la concurrence internationale comme tout le monde. Et évidemment, j'ai des enjeux d'efficacité collective, de productivité tout simplement. Comment vous obtenez le fait que les gens soient effectivement engagés pour l'entreprise ? On n'obtient pas ça en leur tapant sur la tête. On obtient ça par de la motivation, par de la reconnaissance, par de la considération, par de l'attention quotidienne à leur travail. On obtient ça en donnant du sens à leur travail quotidien. Et là, ils ont envie de s'investir. Et là, on obtient ça en créant les conditions pour qu'ils puissent se réaliser, s'épanouir dans leur travail. Et si vous faites ça, alors ça demande un peu d'effort.
Ça demande un petit investissement d'intelligence, de temps et d'argent en effet, aussi, parce qu'on parlait de la smicardisation des Français aujourd'hui. Comment on incite les entreprises à augmenter les salaires davantage? Alors il y a le problème des charges sociales, on l'a évoqué, ce système dans lequel il y a une pénalisation à l'augmentation des salaires est quand même un système relativement étonnant. Et puis encore une fois, moi je crois à la vertu du dialogue, de la discussion, plutôt que des grandes annonces ou des oppositions stériles. Mettons tout le monde autour de la table pour évoquer ces sujets, et des solutions il en existe, et des solutions alors parfois un peu moins rapides que on va remettre en cause les 35 heures ou on va faire ceci ou cela, des grandes annonces. Effectivement, ce sont des solutions qui parfois sont dans le concret, dans la réalité, sont plus complexes et il faut être peut-être un peu plus imaginatif et connaître un petit peu les sujets, mais ce sont des solutions qui marchent. Sur le terrain, en tout cas, je peux vous garantir qu'elles fonctionnent. Sur le sujet très concret du télétravail, les accords post-Covid ont souvent été signés pour 3 ans au lendemain de l'épidémie, et ils sont donc rediscutés en ce moment même. Il y a pas mal d'entreprises qui font machine arrière, vous le comprenez ça ? Oui, je le comprends, ça me paraît être un petit peu tôt. En tout cas, nous, on est concernés. On avait signé dès juillet 2020. Combien de jours sur le télétravail, et ça peut aller jusqu'à 3 jours par semaine. On s'est posé la question. Il y a des abus ? Il y a très peu d'abus. Il y a très peu d'abus, et de toute façon, vous savez, le comportement d'un collaborateur, son niveau de motivation, il va pas être différent selon qu'il est chez lui ou selon qu'il est au bureau. Et s'il est dans une posture de retrait, ce qui est rare si on crée les bonnes conditions pour de travail, mais s'il est dans une posture de retrait, il le sera au bureau autant que chez lui. Donc moi, on n'a pas mesuré en tout cas d'impact sur l'efficacité opérationnelle, sur la productivité. Mais vous parlez de la culture d'entreprise. Il y a une forte culture d'entreprise chez vous. Comment vous la développez quand les gens sont à distance ? Et vous avez raison, c'est pour moi le point de vigilance le plus important. Comment on continue à faire communauté ? Comment on cultive le sentiment d'appartenance à son entreprise et à la communauté humaine que l'entreprise constitue lorsque on est à distance la majorité du temps. Il est trop tôt pour en mesurer les effets. Et c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas du tout remis en cause. Mais c'est vraiment un point de vigilance. Ça vous a permis de faire des économies, notamment sur l'immobilier ? Alors pas du tout, parce que on a conservé notre immobilier comme avant, pour que les gens puissent revenir à leur bureau quand ils le souhaitent. Quand ils en ont besoin. C'est pas pour nous une source d'économie sur l'immobilier. L'importance du dialogue, de la considération des salariés, c'est ce que vous avez développé ce matin chez nous. Reprendre le dialogue sur la réforme des retraites, c'est aussi ce que veut faire Michel Barnier. Reprendre le dialogue, oui, mais sans remettre en cause les 64 ans ou la durée de cotisation. Vous dites quoi ? C'est mieux que rien ? Alors, moi je dis oui, il faut de toute façon reprendre le dialogue. Ou le nouer d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a jamais été sur ce sujet. Et peut-être d'ailleurs qu'une grande conférence sur le travail, incluant le sujet des retraites, il y a 2 ans en amont de la réforme, aurait peut-être permis de faire les choses un peu plus en douceur. Mais oui, il faut reprendre le dialogue, y compris sur ce sujet, et ça peut être un des éléments de cette conférence les 64 sur le travail. Oui. Moi, je suis en train de vous dire qu'il faut discuter. Donc, je suis pas dans une posture de voilà ce qu'il faut faire, voilà des propositions. Ces propositions, elles doivent émaner du dialogue, de la délibération. Pascal Demurger, près d'un salarié sur 2, craint une discrimination à l'embauche, selon une étude récente, discrimination liée à l'âge, au sexe, aux origines aussi ou à la confession. Un salarié sur 2, c'est beaucoup ? Ça vous étonne ? C'est énorme. Alors je peux pas dire que je suis complètement surpris parce que, on voit bien ce qui se passe trop souvent, malheureusement. Mais c'est un chiffre qui est absolument considérable. Le sujet de la diversité, de l'inclusion est vraiment aujourd'hui devenu un sujet complètement essentiel parce que en effet,
que l'on se parle des femmes, que l'on se parle des personnes handicapées, que l'on se parle des différences d'origine, que l'on se parle de l'orientation sexuelle, qui est aussi un sujet de discrimination parfois, évidemment, nous avons un devoir de faire en sorte que dans nos entreprises, d'abord, bien sûr, il n'y ait pas de discrimination, bien sûr, il y ait le plus possible une égalité ou une équité des chances et qu'on rétablisse cette égalité lorsqu'elle n'existe pas. Et par ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise. La diversité, ça permet aussi d'avoir une diversité des points de vue, une diversité des intelligences et un regard différent sur les sujets. Pascal Demurger, votre nom avait circulé pour le ministère de l'économie en 2020 et même, comme d'autres, cet été pour Matignon. Est-ce que la politique, ça vous tente ? Écoutez, moi j'ai l'impression de faire de la politique d'une certaine manière ce matin dans votre studio. Être patron, c'est faire de la politique. Être patron et faire de la politique. Vous savez, j'ai écrit en 2019 un livre qui s'appelait « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que l'entreprise, elle a forcément un impact sur la société. Elle a un discours. Et par ailleurs, elle a un discours. Alors, il ne s'agit pas de faire de la politique politicienne, mais simplement, à partir du moment où on a un impact sur le monde, on a des responsabilités et qui sont de nature politique, en effet. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf. Vous étiez l'invité du 8-30 France Info. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia et Renaud Dely pour les informer dans 5 minutes.